débat du jour, François Bernard. Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Les dernières élections en Ukraine ont conforté l'influence du président Porochenko, mais surtout celui de son Premier ministre, Yatsenyuk. À Kiev, la tendance pro-européenne se confirme, mais l'Est de l'Ukraine s'est dissocié du scrutin national et a organisé ses propres élections gagnées haut la main par les pro-russes. Cette dissidence peut-elle mettre en péril l'intégrité du territoire national ? L'Ukraine peut-elle rester unie ? On va en parler avec nos invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Pierre Laurin est écrivain, spécialiste de l'URSS, auteur de Moscou et la naissance d'une nation. C'est aux éditions Bartia. Bonsoir à vous, Pierre Laurin. Bonsoir. Et puis Cyril Brett est maître de conférences à Sciences Po et haut fonctionnaire. Vous êtes un ancien professeur de sciences politiques à l'université de Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Cyril Brett. Alors, est-ce que les deux scrutins, au plan national et dans la région du Donbass, la région dissidente, marquent le début, selon vous, de la partition de l'Ukraine ? Je vais commencer avec vous, Cyril Brett. Bien, le scrutin est moins un début qu'une conséquence, voire même peut-être une fin. Ça manifeste avec éclat la spirale de division, d'éclatement, dans lequel le pays est pris bien sûr depuis l'hiver dernier, mais même depuis 2004 et la révolution orange. Et on peut le dire, je pense, ça manifeste son incapacité, pour le moment, sans doute temporaire, à créer son unité, son intégrité et son identité depuis son indépendance à l'égard de l'URSS en 1991. Pierre Laurin ? Oui, je suis entièrement d'accord avec cela. Je crois que les Ukrainiens, depuis longtemps, laissent échapper systématiquement les chances de recoller les morceaux. Je crois qu'il y a une spirale d'incompréhension de part et d'autre, d'incompréhension qui va même très loin. Par exemple, les partisans de l'indépendance du Donbass, ceux qui veulent soit l'indépendance, soit éventuellement le rattachement à la Russie, ne comprennent pas réellement ce que veut Moscou. Moscou n'a pas du tout intérêt, il a manifesté depuis très longtemps, à cette partition de fait. Et au contraire, Moscou pousse les indépendantistes à essayer de négocier. Mais il y a une incompréhension totale de la part des indépendantistes, comme de la part du pouvoir de Kiev, de ce qui peut permettre de sortir de la crise. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse recoller les morceaux, comme vous dites ? Ben d'abord, discuter. La première chose, discuter. Et pour discuter, il faut être deux. Comment dirais-je, décider que les élections dans le Donbass ne sont pas légitimes, c'est une erreur. Tout simplement parce que, qu'est-ce que l'on veut ? On veut que le gouvernement de Kiev discute avec qui ? Avec des gens qui ont été élus comment ? Il faut bien qu'il y ait un début. Le début, ça ne peut pas être le Donbass rentre dans le rang, on organise les élections à l'ukrainienne, comme le veut le gouvernement de Kiev, et donc on va avoir des gens qui ne seront pas forcément légitimes. Ou bien est-ce qu'on accepte le suffrage populaire, qui a été à peu près convenablement organisé au cours de ces élections, c'était pas pire, disons, que dans le reste de l'Ukraine, et puis avec ces gens-là on discute, et ensuite on se met d'accord sur un autre processus qui permettrait de dégager effectivement une meilleure légitimité. La discussion comme base de négociation et de possibilité de recoller les morceaux, comme vous dites. Il faut reconnaître ces élections du Donbass, Cyril Brett ? D'un point de vue légal, je pense qu'elles ne doivent pas être traitées de la même façon. Les garanties qui ont été apportées par les observateurs internationaux, par les organisations internationales ne sont pas les mêmes à mon sens. Je ne peux pas souscrire au fait que ce soit placé d'un point de vue juridique sur le même pied, parce que il y a d'autres éléments que les reconnaissances internationales qui doivent entrer en jeu dans l'évaluation d'un scrutin, mais je souscris entièrement à l'idée selon laquelle on est pris dans une spirale de non-discussion et d'incompréhension qui se renforcent les unes les autres, et je souscris entièrement à l'idée selon laquelle il ne faut pas analyser le conflit armé actuellement à l'œuvre dans les territoires orientaux de l'Ukraine, simplement comme une ingérence directe de Moscou. L'équation est beaucoup plus compliquée,
Et je pense que d'ailleurs les États de l'Union européenne seraient bien inspirés d'analyser la complexité des rapports entre les responsables de la République populaire du Donbass, des deux républiques populaires du Donbass, pour essayer de faire concourir Moscou non pas à raviver les divisions de la société ukrainienne qui sont très profondes et qui sont structurelles, mais au contraire pour essayer de les amener à pousser vers la discussion. Je pense que pour la discussion, il y a des facteurs internes qui sont à réunir, une compréhension, une reconnaissance mutuelle d'un minimum de légitimité, mais il y a des facteurs externes qui sont bien plus importants à réunir. Et l'Union européenne, les États-Unis et la Fédération de Russie ont évidemment un rôle très actif à continuer à jouer dans la recherche d'une solution. Mais vous nous dites que Moscou n'est pas forcément un acteur majeur pour la réconciliation nationale en Ukraine. C'est un acteur majeur dans la crise ukrainienne, assurément. Il suffit simplement de consulter tous les organes de presse ou les déclarations des autorités russes elles-mêmes. Elles ne sont pas pour le moment une force de pacification. Pas plus d'ailleurs que le gouvernement et la présidence Porochenko ne parviennent à s'imposer comme une force de paix. Ce qu'il va bien falloir trouver, c'est un début de négociation. Et une négociation, c'est assez simple finalement. Il faut savoir de quoi on discute. Je pense que l'objet évident, c'est la reconstitution de la paix civile dans ces régions. Il faut un calendrier. Le 5 septembre, le cessez-le-feu de Minsk ne peut être qu'un prodrome, qu'un préambule. Il faut savoir avec qui on discute. Ce point a déjà été abondamment traité. Il faut savoir qui parraine ces négociations. Parce que le parrainage d'une négociation, c'est pas seulement un processus amont à la négociation. C'est ce qui va fournir une garantie du respect du cessez-le-feu. Et on le voit d'ailleurs, les termes du débat, les termes de la discussion et aussi les termes de la violence armée en Ukraine commencent à changer. Puisque maintenant, c'est le cessez-le-feu de Minsk. C'est l'application de ce cessez-le-feu qui va devenir le critère d'appréciation de l'évolution. Aussi bien le président Poutine il y a 2 jours que les autorités de l'Union européenne, prises séparément ou à l'échelon quasi fédéral, se réfèrent à ce cessez-le-feu pour savoir pour prendre leurs décisions pour la suite des opérations. Est-ce que ce cessez-le-feu fragile, il faut bien le reconnaître, réel pourtant, va pouvoir résister longtemps à cette nouvelle donne, Pierre Laurin ? C'est difficile à dire. En tout cas, il faut qu'il résiste à cette nouvelle donne. C'est impératif. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté comme de l'autre, des jusqu'au-boutistes. À Kiev en particulier, une partie de la classe politique est persuadée qu'il faut que l'Ukraine soit un État, non pas uni, mais unitaire, comme peut l'être la France. Alors la France est devenue unitaire après un siècle de jacobinisme qui n'était peut-être pas très pacifique à l'égard de certaines régions. Or c'est impossible, c'est impossible. On peut avoir un État uni avec des larges autonomies, même si les autonomies rouspètent comme en Espagne, parce que leur autonomie, ils considèrent que c'est pas suffisant, qu'ils veulent l'indépendance, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, la Catalogne, elle a une autonomie. L'Écosse a une autonomie. Le Donbass n'en a pas. Donc, commençons d'abord par voir quelles sont les possibilités de construire un État, sans parler de fédéralisme ou autre, simplement un État avec des entités qui jouissent des autonomies qui étaient d'ailleurs prévues au départ. L'Ukraine, au départ, au moment de l'indépendance, était très favorable à donner une large autonomie au Donbass, à la Crimée, etc. Et puis, progressivement, les éléments centralisateurs de Kiev ont pris le dessus. On a éliminé l'autonomie effective de la Crimée. On a renié les promesses qu'on avait faites au Donbass, etc. Donc, il faut revenir à une pratique qui est celle de la plupart des États civilisés aujourd'hui. Oui, la comparaison avec l'État des autonomies espagnoles et avec la Catalogne est très riche, sans doute comme modèle vers lequel évoluer. Il est sans doute inadapté sur un point, c'est que l'Espagne ne se trouve plus au confluent de zones géostratégiques aussi tendues. L'équation est abondamment compliquée. Dans le cas de l'Ukraine, et de façon structurelle, vous y avez fait allusion, il est au confluent, pardonnez le peu, de l'Empire russe, puis soviétique, de l'Empire turc,
qui a très profondément marqué jusque le territoire de l'Ukraine. Il est au confluent de la sphère d'influence polonaise qui au XVIIe siècle a connu son apogée et qui joue un rôle très actif dans la façon dont l'Union européenne, jusque maintenant, y compris à travers Donald Tusk, va traiter la question. Il se trouve évidemment, depuis la guerre froide, sur les marches, c'est le nom de l'Ukraine, de la sphère d'influence américaine. Donc, si la fédéralisation, c'est devenu un thème moscovite, donc il ne faut plus l'utiliser, mais si le thème de l'état des autonomies doit être mis en avant, il ne doit pas masquer que la diversité de l'Ukraine n'est pas seulement interne, elle est aussi géostratégique. Et que ce ne sont pas seulement, même s'ils doivent primer, ce ne sont pas seulement les intérêts légitimes et les droits légitimes des différentes populations qui coexistent en Ukraine qui doivent être pris en compte pour un règlement durable, mais évidemment les intérêts des différentes zones d'influence géostratégique qui se croisent là. Alors intéressons-nous à l'influence russe, puisqu'elle est quand même cruciale dans cette affaire. La pression occidentale sur Moscou peut-elle jouer un rôle dans la résolution de la crise ? On sait que le rouble est en chute libre en ce moment. Est-ce que la Russie a les moyens de sa politique, Pierre Lorrain ? Je crois que la Russie aura les moyens de la politique, tout simplement parce que la notion de sacrifice est quelque chose qui est encore réellement inhérent au patriotisme russe. Or, le patriotisme russe est quelque chose qui est relativement important et solide. Je dis relativement parce que, bien entendu, il y a toujours des tensions, il y a toujours des éléments qui, dirais-je, des éléments centripètes, mais les forces centrifuges sont très importantes. Et ces forces centrifuges, elles conduisent à considérer que finalement, pour les Russes je parle, que finalement les sanctions sont un mauvais moment à passer, que c'est la preuve qu'il y a un grand complot occidental contre la Russie et qu'on veut mettre à bas la Russie. Eh bien non, la Russie a battu les Polonais en 1612, elle a battu Napoléon en 1812, elle a battu Hitler en 1945, et elle battra les Occidentaux en 2015. Alors la Russie, voilà. Grande puissance, vous écrivez, je vous ai lu tout à l'heure, Cyril Brett, que la Russie d'aujourd'hui n'agit pas, je vous cite, n'agit pas comme un pôle hégémonique en expansion, elle se crispe comme une puissance régionale aux abois. Oui, c'est peut-être la nuance que j'aurais avec... oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah bon, alors dans ce cas-là, ça n'est pas une nuance. Ce qui, d'une certaine façon, est préoccupant, y compris pour nos intérêts nationaux français, dans l'attitude de la Russie, c'est qu'elle joue sa partie comme si elle était constamment acculée. Elle aura le sursaut patriotique, elle a déjà depuis plusieurs mois le sursaut patriotique dont vous parliez, Monsieur Lorrain. Ça va se faire, bien évidemment, et vous y avez fait allusion, au détriment de ses propres intérêts. La chute du rouble est un des aspects, peut-être pas un des principaux, mais la fuite des capitaux est déterminante, parce que le problème de l'économie russe, c'est que c'est devenu quasiment un émirat gazier et pétrolier, qui ne bénéficie ni des investissements nécessaires pour se développer, c'est une espèce de croissance sans développement, qui ne bénéficie pas non plus d'investissements en matière de technologie, et l'état démographique de la Russie est préoccupant, et si préoccupant que depuis au moins 15 ans, j'entends un certain Vladimir Poutine en parler constamment. Donc la Russie va énormément souffrir. Je ne pense pas qu'elle ait forcément... Je pense qu'elle aura les moyens de surmonter la crise et les sanctions. Je pense qu'elle n'aura en revanche plus à terme, si elle ne s'impose pas comme une force de pacification, de ses ambitions, c'est-à-dire de redevenir un grand pays. Et elle risque de s'ossifier comme le brejnevisme l'avait fait s'ossifier autour du complexe militaro-industriel. Le grand programme à plusieurs dizaines de milliards de réarmement de la Russie ne remédiera pas aux besoins de la population russe et ne remédiera pas non plus aux besoins des Européens d'avoir en face de soi un grand partenaire géostratégique responsable. Pierre Lorrain, je vous vois acquiescer. Vous voulez peut-être établir une nuance à ce qui vient d'être dit ? Une nuance, tout simplement, effectivement. Je crois que ce qui actuellement se passe, c'est que la Russie s'était engagée dans un grand plan de développement du complexe militaro-industriel, de réarmement, d'une part parce que l'armée était vraiment dans un état pitoyable, et d'autre part parce qu'il pensait, selon la vieille logique un peu soviétique, que le complexe militaro-industriel allait tirer le reste de l'économie, ce qui est, à mon avis, une vue de l'esprit. Mais ils étaient dans cet état d'esprit-là. Or, les sanctions, ça
gèle complètement. C'est-à-dire que l'économie, effectivement, va très mal, mais en revanche, l'argent qui va être investi dans le complexe militaro-industriel ne sera pas réduit. Il continuera à être investi là-dedans. Ce qui va créer des tensions économiques énormes, mais ce sera à l'encontre, finalement, de nos intérêts. Nous avions la chance, et d'ailleurs, l'un des buts du contrat des navires Mistral, c'était de commencer à établir une confiance et un partenariat avec la Russie pour régler les problèmes du monde. C'est de la vieille idée d'un système de sécurité de Vladivostok à Vancouver, etc. Les Russes étaient tout à fait partants pour cela, mais chaque fois qu'ils font un pas vers nous, on a l'impression que nous, on les bat froid. Les Mistral ne seront pas livrés. Manuel Valls l'a dit aujourd'hui lors d'une visite en Hongrie. Est-ce que alors moi je suis très préoccupé par l'effet d'éviction en matière d'investissement que la persistance du prisme d'analyse des autorités moscovites font peser sur le pays. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez parfaitement raison. Si une seule chose ne change pas, ce sera le plan d'investissement en matière d'armement. Et bon, que nos propres exportations en pâtissent, c'est pas exactement l'objet. Mais l'ennui, c'est que tout l'argent qui va être investi dans des équipements militaires, dans des réarmements, dans l'augmentation des capacités des troupes russes ne sera pas investi dans l'immense travail de développement des infrastructures, de simplification de la vie urbaine. La Russie, ça n'est pas seulement la phobie anti-Poutine que beaucoup d'observateurs occidentaux, c'est 160 millions d'habitants qui ont des besoins, qui n'ont pas encore d'emploi dynamique et à long terme porteurs de développement, les besoins en matière de santé, les besoins en matière d'éducation, les besoins en matière d'aménagement du territoire sont considérables et tout l'argent qui ira dans la crispation et la reconstitution d'une hégémonie militaire ne servira pas à la population. Alors est-ce qu'on peut imaginer, rêvons un peu, que Moscou accepte le glissement de l'Ukraine vers l'Europe, s'en accommode même, Pierre Laurin ? Je crois que c'est dans la logique des choses. À mon avis, actuellement, le blocage, il vient plutôt des Occidentaux que des Russes. Les Russes multiplient les gestes qui sont censés prouver qu'ils sont de bonne foi. Par exemple, le problème du gaz, des livraisons de gaz à l'Ukraine. On n'a pas remarqué une chose qui est pourtant essentielle, c'est que pendant l'hiver dernier, les Russes ont continué à livrer leur gaz, même s'ils n'étaient pas payés. Et ils n'ont arrêté les livraisons qu'au mois de mai, lorsque l'hiver était terminé. Et là, ils reprennent les livraisons de gaz, sous certaines conditions, etc. Mais là, ce sont les Européens qui poussent les Ukrainiens à signer le contrat jusqu'au mois de mars prochain, c'est-à-dire en gros la fin de l'hiver. C'est-à-dire que les Russes font très attention à ne pas créer une situation catastrophique du point de vue humanitaire en Ukraine. Mais nous, de notre côté, on considère finalement que c'est normal. Après tout, les Russes doivent subventionner un pays qui leur est hostile. Je trouve que c'est un peu curieux comme raisonnement. Cyril Brett, rapidement et en forme de conclusion. Oui, c'est peut-être un peu irénique la façon dont les marques de bonne volonté de Moscou sont interprétées. Moscou utilise très abondamment des gestes de bonne volonté et des provocations immédiatement après. Dans la question des deux scrutins, celui du 26 et celui du 2, dans la foulée, Sergueï Lavrov, le lundi 27, a reconnu le résultat des élections légales et le mardi 28 a bien précisé qu'il entendrait aussi reconnaître le résultat de ces élections. C'est-à-dire qu'il apaise et il crispe en même temps. Je pense que les gestes de bonne volonté de Moscou sont sous-estimés à l'Ouest, mais sont également contrebalancés à Moscou par d'autres signes qui sont moins encourageants. Allez, le débat pourrait se poursuivre. On n'a malheureusement pas le temps d'en dire plus. Merci à tous les deux. Pierre Laurin, écrivain spécialiste de l'URSS, auteur de, je rappelle le titre de votre dernier livre, Moscou et la naissance d'une nation, aux éditions Bartia. Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien professeur de sciences politiques à l'Université de Moscou. Et je peux renvoyer nos auditeurs à votre réflexion publiée récemment sur le site Atlantico sur les élections ukrainiennes, justement.